Pendant les campagnes militaires, de quoi les soldats de Napoléon souffraient-ils? Salut, c'est Lucas et aujourd'hui on va se poser cette question. Tout d'abord, il faut distinguer trois types de blessures. Les blessures par balle ou par arme blanche, les blessures causées par des maladies comme le typhus ou le choléra, mais aussi il y a les blessures mentales qui peuvent toucher du moins courageux au plus brave. Dans les blessures type des batailles napoléoniennes, on peut retrouver les blessures par balle, par baïonnette, par sabre ou par exemple des boulets de canon. Ces différentes blessures peuvent causer chez le soldat amputation ou même la mort. D'autre part, à cette époque, il y avait de multiples maladies qui touchaient les soldats de la Grande Armée. Il y avait par exemple le typhus qui pouvait causer diarrhée, fièvre et vomissements. On en mourait en moins de 3 jours par déshydratation. Il y a aussi le choléra, la gale, la tuberculose, le climat et la variole qui pouvaient tuer ces soldats. En tout, on estime à environ 900 000 à 1 million de morts pendant les 15 années de guerre napoléonienne. Sur ce nombre, on estime à environ 450 000 morts dans les champs de bataille, le reste des morts étant causés par maladie. Autre chiffre intéressant, on note qu'il y a eu environ 2,3 millions de soldats dans la Grande Armée. Parlons maintenant de l'aspect émotionnel du soldat pendant la guerre. Les soldats étaient souvent séparés pendant de longues années de leur famille et de leur région. Les combats étaient très durs et les soldats ont subi ce qu'on appelle aujourd'hui le stress post-traumatique. Pour apaiser ces angoisses, le moyen le plus répandu était l'alcool. Pour approfondir, nous avons invité François Houdesecq, un historien expert des questions militaires et sociales sous le Premier Empire. Tout d'abord, intéressons-nous à l'aspect physique. Les soldats de Napoléon subissent, on l'a vu, de nombreuses souffrances. Donc ma question est la suivante. À quel moment un soldat n'était plus jugé apte à combattre? Alors, un soldat n'est plus jugé apte à combattre dans la Grande Armée à partir du moment où il n'est plus physiquement en capacité d'être sur le champ de bataille. En réalité, c'est quand il a été amputé d'un bras, d'une jambe, qu'il devient sourd. Il n'y a quasiment jamais de démobilisation dans la Grande Armée. En fait, la Grande Armée a tellement besoin d'hommes qu'il faut maintenir les gens au combat le plus longtemps possible. Et c'est vraiment quand bien, le soldat n'est plus en capacité de tenir son arme ou de faire son service qu'il est démobilisé. Les blessures occupent une place importante dans les batailles. Comment les blessés étaient gérés pendant les batailles? Alors un soldat doit rester en ligne le plus longtemps possible dans sa formation. Lorsqu'il est touché, il s'effondre dans sa formation, dans sa ligne ou dans sa colonne. Et s'il est en capacité de s'extraire de lui-même, eh bien il doit quitter le champ de bataille lui-même, s'il perd par exemple un doigt, une main ou comme ça. Tant qu'il peut marcher, il doit s'extraire de lui-même parce que à chaque début de bataille, Napoléon prend des décrets qui disent qu'on ne doit pas accompagner les soldats vers les ambulances qui se situent tout de suite derrière les formations et derrière le champ de bataille. S'il n'est pas en capacité de se déplacer, eh bien, il va rester en place et il doit attendre le soir ou le lendemain que le service de santé vienne le ramasser. Les blessés ne pouvaient pas forcément se déplacer d'eux-mêmes. Comment les blessés étaient-ils évacués du front? Alors ça revient un peu sur la première question, mais il faut savoir que dans un deuxième temps, le docteur Larrey et un autre docteur qui s'appelle le docteur Percy vont essayer de faire ce qu'on appelle des Wurz, c'est-à-dire des systèmes pour aller chercher les soldats au plus près des combats. C'est d'ailleurs la première fois qu'on va inventer cette chirurgie de l'avant, c'est-à-dire on va aller ramasser les soldats très très tôt. Alors ça ne se fait que dans les années 1813-1814 parce qu'avant, réellement, les soldats en fait restent sur place et ils ne sont relevés que le soir ou le lendemain de la bataille. Les techniques médicales de l'époque ne sont pas les mêmes que celles d'aujourd'hui. Comment étaient soignés les soldats au front? Le soldat, une fois qu'il a réussi à parvenir par ses moyens ou qu'il a été ramené par un de ses camarades, ça arrive quand même réellement, jusqu'à l'ambulance, et bien là, il découvre cet espace qu'on appelle l'ambulance, qui ressemble plus à un charnier qu'autre chose. La seule asepsie connue, c'est-à-dire la seule manière de soigner les soldats, était tout simplement, et la plus efficace, était de les amputer. Donc ce qui fait que les médecins vont pratiquer l'amputation le plus rapidement possible, parce que ce qu'on veut, c'est que le soldat souffre le moins possible. En fait, on ne connaît pas, évidemment, les principes de désinfection, on n'a pas d'antidouleur, donc on doit aller le plus vite possible, et couper le membre évite l'infection plutôt que d'attendre, parce que plus on va attendre, plus l'infection va se mettre dans le membre, donc il est plus rapide et plus simple de couper. À savoir que réellement, il y a un taux de survie qui est plutôt intéressant, puisque on compte à peu près 60% de taux de survie, reste les 40% malheureusement qui ne survivront pas aux amputations. D'un côté psychologique, comment pourriez-vous décrire l'expérience des soldats qui allaient au front, par exemple qui quittaient leur famille pour aller au combat ou bien qui tuaient des hommes? Comment pourriez-vous décrire cela? L'expérience psychologique est assez complexe à appréhender parce qu'il est très difficile de comprendre comment réagit le soldat lorsqu'il est au front.
Déjà, lorsqu'il quitte sa maison et qu'il est envoyé dans la caserne, le soldat va être déprimé, et puis ensuite, il y a une expérience collective qui se met en place, et donc on va intégrer la grande armée à travers plusieurs expériences. Puis en plus, ensuite, c'est la découverte du champ de bataille. Cette découverte est extrêmement déstabilisante. Il faut imaginer que tout est calme le matin lorsqu'on est déployé. Et puis, en quelques minutes, tout se transforme. C'est un univers extrêmement chaotique. Et là, c'est très difficile de comprendre ce qui se passe dans le cerveau humain. Les psychologues ont beaucoup travaillé pour comprendre. Et ce qu'il faut surtout comprendre, c'est qu'en fait, la première découverte du champ de bataille est une surprise totale, extrêmement déstabilisante, extrêmement émotionnante. Et ensuite, on va s'habituer, parce qu'une bataille napoléonienne, c'est une journée, voire 2 jours. Donc on a le temps de s'habituer à ce chaos de la bataille, mais ce qui domine avant tout, et quel que soit le soldat, c'est la peur, le stress, l'angoisse, toutes ces émotions qui vont vraiment effrayer le soldat. Et pour ceux qui n'arriveront pas à se relever de toute cette expérience, puisqu'après il y a aussi la vision du champ de bataille en fin de journée qui est absolument atroce, eh bien il y a certains soldats qui vont tomber dans ce qu'on appelle aujourd'hui les stress post-traumatiques, parce qu'ils n'arriveront pas à se relever de toute cette expérience. Merci François Outsek d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci, à vous.